Donc l'idée de ma présentation, c'est d'essayer de construire un petit modèle pour tenter d'évaluer ex ante ce que seraient les conséquences d'un système de revenus universel, conséquences sur les salaires et sur l'emploi. Parce que bien évidemment, il y a une incertitude forte quand on parle d'un revenu universel dont le montant pourrait être de 500 euros par mois, c'est ce que j'ai cherché à simuler. Il y a une incertitude assez forte sur les conséquences de ce système. C'est d'essayer d'avoir un modèle qui reste simple, qui détaille le système fiscal français, un modèle aussi qui permet de donner un fondement au salaire minimum et au RSA, d'étalonner le modèle sur données françaises, puis donc d'essayer d'évaluer ex ante la mise en place d'un revenu universel, version faible, pour dire que son montant est limité. Alors, le modèle, donc c'est un modèle qui va mobiliser la théorie néoclassique standard pour essayer de mieux comprendre les comportements d'offres de travail notamment. Et puis, dans le modèle, on a mis du patrimoine pour essayer de traiter de la fiscalité sur l'immobilier. Alors, comment ça se passe? Les gens disposent d'un temps total qu'ils vont allouer entre le travail et le loisir, et puis d'un certain patrimoine qu'ils vont répartir entre un capital productif, ils seront là rentiers, ils bénéficieront des revenus du capital, ou de l'autre côté, un capital immobilier dont ils pourront jouir. Ce n'est pas du tout de l'immobilier de rapport, c'est de l'immobilier de jouissance, comme si c'est son logement à soi. Et puis, on va faire 20 ventiles de population pour essayer d'avoir un niveau suffisant dans la différenciation verticale. Parce que, en fait, chaque ventile sera caractérisé par sa qualification du travail, et donc ça lui permettra d'obtenir un certain salaire, et puis un patrimoine. Ok, donc je me cale sur les chiffres de 2018. J'imagine que le PIB, c'est 2350 milliards d'euros. La population active, 30 millions d'individus, un tout petit peu plus faible. Et puis alors, on ne peut pas a priori savoir l'ampleur, le salaire minimum, de combien il mord, de combien à combien il conduit de chômage, mais je l'ai fixé à 3%, c'est un taux de chômage classique, d'accord? En ce sens qu'il y a bien sûr d'autres raisons au chômage, du chômage que les économistes appellent keynésien, l'insuffisance de la demande, du chômage frictionnel, du chômage par défaut d'innovation, mais là c'est du chômage classique au sens que c'est un chômage qui résulterait d'un salaire minimum qui serait en quelque sorte trop élevé. Et je reviendrai un peu sur les raisons de la présence d'un salaire minimum. Dans le modèle, on ne considère pas qu'il y ait des travailleurs indépendants, on imagine qu'il y a juste tous les travailleurs sont des salariés, d'accord, pour faire simple. On imagine que la part des salaires, c'est 60%. Je cherche à me caler sur des chiffres de comptabilité nationale. Et puis alors, la durée moyenne du travail, là encore, c'est un chiffre de comptabilité nationale. Je prends 1400 heures annuelles, 30 heures par semaine. Et il faut bien voir ce chiffre comme un chiffre moyen qui résulte de ce qu'une partie des gens travaille à temps plein et l'autre partie travaille à temps partiel, d'accord? Donc, quand on dit que les gens travaillent 30 heures en moyenne, c'est pas du tout, c'est le chiffre de comptabilité nationale, mais il faut y voir une décomposition entre un travail à temps plein et un travail à temps partiel. Et donc, la grande question du revenu universel, ce sera la mesure dans laquelle ce dispositif va permettre à des gens de basculer d'un travail à temps plein à un travail à temps partiel qui serait choisi, non pas subi, d'accord? Et donc c'est ça la grande question, c'est de savoir quand on va regarder un peu l'offre de travail, la vraie question qu'il faut avoir en tête, c'est est-ce que le dispositif incite au travail à temps partiel et est-ce qu'il incite massivement au travail à temps partiel? Ok? Donc je reprends un peu l'individu moyen. Vous voyez, alors là j'ai les chiffres. Le temps, on va supposer qu'il dispose de 100 heures par semaine et qu'il va donc répartir entre 70 heures de loisirs et puis les 30 heures qui sont donc le chiffre de la comptabilité nationale. Puis là, après, j'ai repris des chiffres de comptabilité nationale aussi. Le patrimoine moyen,
grosso modo, c'est un peu plus de 300 kilo-euros. Et ce patrimoine moyen, en France, il se répartit moitié en capital productif et moitié en capital immobilier. D'accord? Donc ça, c'est les chiffres que le modèle va chercher à reproduire, va prétendre reproduire. OK? Après, sur les prélèvements obligatoires, alors là, c'est un peu compliqué, hein, il faut simplifier. Et donc, j'ai fait 8 grandes catégories de prélèvements. Et donc, j'ai regroupé, hein, et la colonne assiette, c'est l'assiette qui est dans le modèle. Et puis, la dernière colonne, c'est la part du prélèvement obligatoire dans le PIB. On retrouve à la fin 45%, hein, qui est le taux des prélèvements obligatoires. Et donc, vous voyez, sur les prélèvements sociaux employeurs, l'assiette, c'est les salaires bruts dans le modèle. Alors, c'est des prélèvements sociaux, hein, parce qu'il n'y a pas que des cotisations sociales. Hein, il y a par exemple, le versement transport, des choses comme ça. Cotisations sociales, impôts sur les produits, bon, c'est grosso modo de la TVA, mais pas seulement de la TVA. Hein. Contribution sociale généralisée, alors c'est y compris CRDS, y compris le forfait social, des choses comme ça. Impôt sur le revenu, ben, c'est l'impôt sur le revenu. Taxe immobilière, alors là, j'ai mis toutes les taxes qui plus ou moins concernent le capital immobilier. Hein. Et puis, impôt sur les sociétés, le profit net. Alors, j'ai rajouté des trucs aussi. Et puis, impôt sur la production. Ça, c'est tout ce qui sont ce que la comptabilité nationale appelle les impôts liés à la production. Et donc, c'est typiquement beaucoup de fiscalité locale, d'accord? Et voilà, on arrive à cette typologie-là. Et une question importante, c'est de distinguer dans ces prélèvements les prélèvements qui sont vraiment non contributifs de prélèvements qui seraient en partie contributifs. Et donc là, il faut faire retenir des hypothèses. Le plus évident, c'est bien sûr pour les cotisations sociales qui ouvrent des droits, et donc il n'y a pas de raison de penser que l'ensemble des cotisations sociales serait un prélèvement obligatoire non contributif. Et donc l'idée du modèle, c'est d'essayer de faire la part dans ces prélèvements obligatoires, ce qui serait du contributif, du non contributif. Donc au total, alors bien sûr sur les cotisations sociales, j'ai supposé que moitié était non contributif, et puis regardez, j'ai bien sûr supposé que CSG, impôt sur le revenu, taxe immobilière, impôt sur les sociétés, c'était perçu comme complètement non contributif, d'accord, comme des prélèvements purs. Mais en revanche, impôt sur les produits où il y a des choses qui ont la dimension un peu de redevance, et puis impôt sur la production où là, les entreprises, quand elles paient, c'est aussi pour des services publics locaux, on peut penser qu'il y a un lien. Là, j'ai supposé qu'il y avait à peu près de 90% de contributifs, d'accord? Donc, du coup, ça ramène le taux des prélèvements obligatoires non contributifs à peu près 35% du PIB. OK? Après, j'ai simplifié en considérant que les gens étaient tous plutôt des célibataires. Hein. Alors, j'ai ramené à 30 millions de personnes. J'ai concentré sur les actifs. Il faut bien avoir en tête qu'on s'intéresse un peu à la période de vie active des individus, d'accord? Donc, il faut supposer que chaque individu est en fait un individu qui a à la fois en charge une demi des enfants, et puis aussi le modèle est statique, donc quelque part, on concentre tout le cycle de vie sur un seul point, d'accord? Donc je suis passé sur l'impôt. Alors, vous savez, hein, combien l'impôt sur le revenu est compliqué. Là, je l'ai pas mal simplifié et j'ai gardé donc les particularités qui sont importantes. Hein, le minimum de recouvrement, parce que son niveau est assez élevé. Hein, c'est 60 €, un peu plus de 60 €. Et donc, dans le modèle, il engendre des discontinuités. Hein. La fin de la décote. Donc, la décote est un mécanisme assez important qui relève pas mal les taux marginaux d'imposition. Et puis, alors, il y a une petite curiosité, hein, c'est que, en fait, c'est le plafonnement des frais professionnels, hein, c'est à un niveau relativement élevé, qui engendre l'avant-dernière tranche du barème de l'impôt. OK? Donc, j'ai fait ça. Et après, donc, l'hypothèse importante de le modèle, c'est l'hypothèse d'une consommation de subsistance. Hein. Elle est fixée à 300 € par mois. Et cette consommation de subsistance, quelque part, c'est seule la consommation
au-delà de cette consommation de subsistance, apporte du bien-être, d'accord? Et donc, c'est très important dans le modèle, cette consommation de subsistance, parce qu'elle va donner des fondements au salaire minimum, puisque, comme on va le voir, l'offre de travail, à un moment, est à rebours. Et puis, elle va donner aussi des fondements à un minimum social, puisque, bien évidemment, s'il y a cette espèce de minimum de subsistance, il est important de soutenir les revenus des gens à hauteur au moins de ce minimum de subsistance. D'accord? Donc, du coup, alors, il y a 4 facteurs de bien-être dans le modèle. Hein. La consommation, donc CI, c'est la consommation de l'individu I, moins C bar, donc ça, c'est la partie de la consommation qui est génératrice de bien-être. Il y a H bar moins HI. H bar, c'est la dotation en temps. HI, c'est le temps travaillé. Donc, c'est le loisir, c'est les 70 heures qui restent à l'individu. Cabari moins Cabar, ça, c'est Cabar. Les dotations en capital, je reviendrai là-dessus, sont variables selon les vintiles. Les premiers vintiles ne disposent pas de patrimoine. Et le patrimoine est inégalement réparti entre les vintiles. Et puis, enfin, les services publics qui contribuent à... Il y a des prélèvements. Hein. On a vu qu'il y avait des prélèvements non contributifs. Ils servent à financer des services publics et les services publics sont introduits dans la fonction de bien-être des individus. On retient une fonction d'utilité de type CES avec une assez forte élasticité de substitution. Et puis, il y a des paramètres qui fixent la contribution de ces 4 facteurs de bien-être à l'utilité totale. OK ? Et donc, ce qui est très important, c'est ce premier graphique qui va donner donc un fondement au salaire minimum parce que s'il n'y avait pas de dispositif de minimum social, eh bien, regardez, c'est la courbe en rouge d'offre de travail. On a une offre de travail qui est à rebours. Habituellement, on suppose que quand les salaires sont trop faibles, les gens se retirent du marché du travail. Là, on a, du fait de cette consommation de subsistance, les gens, rien quand les salaires baissent, eh bien, les gens sont obligés de continuer à travailler pour pouvoir bénéficier d'un revenu qui leur permette d'acheter la consommation de subsistance. D'accord ? Et donc, on a le revenu, le SMIC, et donc le moyen de lutter un peu contre cette forme, enfin, c'est le moyen de protéger les salariés, puisque la logique, les ajustements de marché ne seraient donc pas en mesure de protéger les salariés. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que le RSA, là, c'est la courbe en bleu, le RSA est un dispositif qui va encourager massivement le travail à temps partiel. Mais c'est moins évident que cela, parce que regardez, le premier pointillé vert, c'est le niveau du salaire minimum. Alors faites attention, hein, le salaire, c'est un salaire super brut, donc ce n'est pas nécessairement les chiffres que l'on a en tête. Vous voyez, le salaire minimum, le premier pointillé, il est à hauteur de un peu plus de 14 €. Il y a les allégements de charges hein, sur les bas salaires. Ce n'est pas le chiffre que l'on a en tête, c'est le chiffre, c'est vraiment le coût du travail. Et puis le deuxième pointillé, c'est pour s'y repérer, c'est le niveau du salaire moyen, d'accord, qui est de l'ordre de 30 €. Là encore, c'est le coût du travail moyen en France, d'accord ? Et donc, qu'est-ce qu'on observe ? On observe que l'offre de travail d'un individu qui ne dispose pas de patrimoine, du fait du RSA, elle serait relativement élastique pour des bas salaires, mais qui sont inférieurs au salaire minimum. En revanche, au-dessus du salaire minimum, l'offre de travail est relativement inélastique. Alors après, on voit plein d'espèces de curiosités. Et la première curiosité, comment ça marche là, la première curiosité, elle intervient presque au niveau du salaire minimum. Voyez-vous, il y a une discontinuité dans l'offre de travail. Ça vient de ce que, on va regarder on va mieux comprendre en regardant le niveau d'utilité des individus. Là, j'ai porté sur la courbe en rouge, c'est en fonction des heures travaillées par semaine, le niveau d'utilité, le niveau de bien-être de quelqu'un qui est payé à hauteur du SMIC. Okay ? Donc, on voit que le maximum du bien-être est obtenu pour des heures travaillées de l'ordre de 25 heures par semaine. Et donc, on voit là que le dispositif encourage énormément au travail à temps partiel. Mais regardez, il est presque indifférent pour l'individu d'aller sur l'autre bosse de la courbe
d'accord? Où là, il travaille à temps plein, d'accord? Donc il y a une espèce de discontinuité entre vouloir travailler 25 heures ou vouloir travailler 35 heures. C'est à peu près indifférent pour les individus, ok? Et dès que les gens sont un peu mieux payés, ils vont préférer travailler à mi-temps, d'accord? Et puis ensuite, alors j'ai porté la courbe en bleu, c'est quand les gens sont mieux payés, et l'on voit cette fois-ci une autre particularité, on voit une petite bosse, là c'est le minimum de recouvrement, je ne sais pas si vous le voyez, ça remonte et puis il y a une petite bosse, et cette petite bosse, elle va, elle, justifier, regardez, le premier, le fait que l'offre de travail, l'offre de travail, quand le salaire augmente, elle est discontinue, elle passe à 35 heures, puis ensuite, l'offre de travail se réduit. Pourquoi? Parce que les gens cherchent à rester non imposables, et quand ils bénéficient d'une augmentation du salaire, ils réduisent leur offre de travail. Alors, bon, c'est une petite curiosité théorique, il ne faut pas non plus trop y croire, hein, puis il faut envisager que les gens sont hétérogènes, et donc quand on regarde, quand on imagine une offre de travail moyenne, eh bien, on peut obtenir une offre de travail qui aurait cette forme-là. Donc, alors ça, c'est pour des individus sans patrimoine, d'accord? Donc, il faut retenir de cela que l'offre de travail serait relativement élastique en bas, et puis ensuite, elle serait quand même relativement inélastique pour des montants plus élevés de salaire. Donc, l'idée importante, c'est que l'élasticité de l'offre de travail n'est pas constante. OK? Alors maintenant, regardez comment ça marche pour les 3 premiers vintiles. Donc, les 3 premiers vintiles, ce sont les individus très faiblement qualifiés et ils vont subir le chômage classique, hein. Ce sont les seuls vintiles, les 3 premiers, qui subissent un chômage classique. Le premier vintile, son niveau de chômage, à peu près 34%, son deuxième, 17%, le troisième, 9%, d'accord? Donc, on a un total, pour le total de l'économie, ça fait 3% seulement, puisque ça concerne des vintiles, ça concerne des gens, c'est 1/20 de la population. Et donc, si on fait la moyenne, on obtient bien 3%. D'accord? Donc, regardez un peu comment le modèle marche. Le modèle marche de la manière suivante. J'ai figuré l'offre de travail, les individus sont identiques. L'offre de travail est la même, quel que soit le vintile. En revanche, il y a les qualifications du travail diffèrent et il y a 3 demandes de travail différentes de la part des entreprises. Et il y a le salaire minimum qui va donc conduire à un niveau d'emploi qui est inférieur au niveau qui serait le niveau d'équilibre s'il n'y avait pas de salaire minimum, d'accord? Et c'est comme ça que on engendre du chômage. Bien, j'accélère un peu. Alors maintenant, j'introduis de la fiscalité, j'introduis du patrimoine et j'essaye de voir comment l'offre de travail se modifie quand les gens disposent d'un patrimoine. C'est une question qui est importante parce que détenir du patrimoine, c'est la possibilité d'être en partie rentier, de jouir des revenus de son capital, ou au contraire, d'acheter, d'être propriétaire, propriétaire, et dans ce cas-là, de jouir, d'accord, de son logement. Et donc là, on voit que la courbe initiale, qui était la courbe rouge, sans patrimoine, elle est modifiée et elle va conduire les gens à réduire en partie leur offre de travail. Pourquoi? Dans un premier temps, parce que justement, comme ils sont plutôt mal payés quand les salaires sont faibles, ils vont mettre une plus grande proportion de leur patrimoine en patrimoine de rapport. Et au fur et à mesure que le salaire augmente, ils vont préférer répartir leur patrimoine essentiellement en capital immobilier. Je suis clair? Donc ça, c'est la personne qui a 313 000 euros de patrimoine. OK. Et alors maintenant, là, le capital immobilier a l'inconvénient de subir une fiscalité qui est relativement lourde et qui va conduire à déformer un peu plus l'offre de travail.
Et pour des salaires très... Alors regardez, elle va conduire les gens à finalement vouloir un peu moins travailler. Et en revanche, pour des niveaux de salaire très élevés, les gens vont travailler un peu plus pour justement, comme ils sont bien payés, eh bien, ils vont pouvoir facilement payer la fiscalité immobilière. D'accord? Donc il y a un effet qui est un tout petit peu contre-intuitif. Pour des faibles niveaux de salaire, les gens préféreront avoir un capital immobilier un peu faible parce qu'il y a la fiscalité immobilière qui pèse quand même. Et quand les gens vont obtenir des salaires plus élevés, ils vont du coup choisir avoir un capital immobilier plus élevé parce qu'ils vont pouvoir payer la fiscalité immobilière. Alors là, je mets... Alors, bien sûr, ces effets-là ne sont importants que pour les gens qui vont disposer d'un patrimoine très important. Donc là, j'ai mis la personne qui dispose d'un patrimoine de 1 million d'euros, d'accord? Et là, on voit qu'effectivement, l'offre de travail est relativement déformée, d'accord? Bon, là, je montre que, en fait, pour ces gens-là, la fiscalité immobilière ne conduit pas à modifier l'offre de travail. Et puis, j'en viens au revenu universel. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets un revenu universel de 500 €, ainsi que Marc me l'a demandé. C'était sa commande. Je supprime le RSA. Alors, sur la prime d'activité, je dois dire que dans le modèle, on n'a pas complètement modélisé la prime d'activité. On a modélisé quelque chose de beaucoup plus simple, qui est le dispositif de base du RSA. Donc, 500 € par mois. Et puis, je simplifie assez radicalement l'impôt sur le revenu en me disant, voilà, à revenu universel, impôt universel, et donc je garde quand même les frais professionnels, mais je supprime le minimum de recouvrement, je supprime la décote, je mets une imposition au premier euro, et je prends plus que 3 tranches, une première tranche à 30%, et puis je conserve, enfin je garde que la deuxième tranche, voilà. Et du coup, eh bien, que se passe-t-il en régime donc de revenu universel? De quelle manière l'offre de travail se modifie? Eh bien, vous voyez, c'est la courbe en bleu. Et on voit donc que, quelque part, ça conduit à... Ça incite énormément au travail à temps partiel. Il y a une baisse de l'offre de travail. Entre les deux pointillés, il y a beaucoup de gens là. Hein. Il faut bien se rendre compte de cela. Hein. On est entre le salaire minimum et le salaire moyen. Et donc, on voit que la plupart des gens sont très fortement incités à occuper un travail à temps partiel. D'accord? Donc ça, du fait de l'augmentation quand même du taux marginal d'imposition. OK? Donc ça... Alors là, je mets le quatrième ventile. Le quatrième ventile, vous voyez, j'essaye... Alors, on a l'existant, on a... l'offre de travail avec le revenu universel, on a la demande de travail, et ça permet de comprendre un peu comment marche le modèle, hein, comment le revenu universel va conduire à une baisse de l'offre de travail, les gens vont vouloir travailler moins, enfin ils vont surtout vouloir travailler à temps partiel, et puis ça va se traduire par une très légère pression à la hausse des salaires. OK? Donc ça, c'est le quatrième ventile. Le 10e ventile, lui, il est dans cette situation-là. Alors, il y a des hypothèses, hein, bien sûr, sur la façon dont le patrimoine est réparti entre les ventiles. Hein. Donc, le 10e ventile, là aussi, on voit que ça incite au travail à temps partiel. Le 15e ventile, là encore, on voit que lui aussi, il a incité au travail à temps partiel. Et j'ai pas mis, après, il y a beaucoup... Alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors là, ce ne sont que les effets, au premier ordre, des effets d'équilibre partiel. Je n'ai pas encore dans le modèle intégré, d'accord? C'est en cours. Hein. Et qu'est-ce qui ressort donc? Il ressort que la mise en place d'un revenu universel conduirait massivement au développement du travail à temps partiel. Okay. Pour les 3 premiers ventiles, ça baisserait un tout petit peu leur taux de chômage, mais pour une raison qui n'est pas du tout une augmentation du taux d'emploi, mais parce que leur offre de travail diminue à ces gens-là. Ils seront moins nombreux à vouloir travailler, ou plus nombreux à vouloir travailler à temps partiel, et donc leur taux de chômage se réduira, d'accord? Et puis, on a pour tous les autres ventiles, hein, à l'exception du dernier, pour tous les autres ventiles,
on a un développement du travail à temps partiel. Donc le revenu universel, dans ce modèle, est vraiment, d'accord, un dispositif qui va très fortement inciter. J'ai le temps là où... Voilà. Et variation d'utilité, alors là, les chiffres sont optimistes. Hein. L'utilité augmente pour tous les 20 000. Alors là, il faudrait corriger, il faudrait passer en équipe générale parce que, bien évidemment, moins de gens de travail. Donc le PIB est plus faible. Donc là, il faut regarder plus précisément. Mais l'effet au premier ordre, c'est une augmentation du niveau d'utilité. D'accord ? Parce que, voilà, les gens, quand on leur propose 500 € par mois, eh bien, ils seront nombreux à vouloir travailler à temps partiel. Hein. Quand les gens dont les rémunérations sont faibles et qui ont des conditions d'emploi médiocres, hein, ils se disent, tiens, je vais plutôt passer à mi-temps, j'aurai les 500 € du revenu universel, les 600, 700 € d'un travail à temps partiel, et je suis mieux, bien sûr, qu'avec mon travail. D'accord ? Donc, dans ce modèle-là, où on essaye, alors il y a plein d'hypothèses qui sont faites, on essaye de voir quels seraient les comportements, on intègre les comportements, eh bien on voit que c'est un formidable mécanisme, d'accord, qui pousse au développement au travail à temps partiel. Je vous remercie.